Bonsoir, merci d'être là ce soir. Les circonstances du temps mériteraient qu'on discute d'autre chose, sans doute, parce que nous sommes dans une période difficile, mais bien évidemment, nous ne le ferons pas. Nous aurons sans doute l'occasion de reparler de la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, mais prochainement. Ce soir, le thème, c'est l'intelligence humaine, intelligence artificielle, une double énigme. C'est vrai que on se demande quelquefois si une intelligence artificielle ne permettrait pas d'aboutir à de meilleurs résultats qu'une intelligence humaine, fût-elle collective. Bon. Mais comme ici, et au Cercle Condorcet en particulier, on a une certaine attirance pour l'esprit démocratique et l'esprit du progrès humain, comme le définissait Condorcet. La question de l'intelligence artificielle, nous la posons d'une manière qui n'est peut-être pas celle qui n'est sans doute d'ailleurs pas celle qui est la plus courante aujourd'hui dans les médias et aussi dans la publicité. Nous avons avec nous Daniel Andler, qui est un mathématicien, logicien, philosophe également, et qui a écrit récemment, c'était l'an dernier, un petit ouvrage, quand je dis petit, le terme n'est pas simplement en nombre de pages, mais disons, il est je trouve, assez puissant. Donc, intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, c'est aux éditions Gallimard, dans en essai. Et je trouve que ce texte permet de dégonfler pas mal de fausses idées qu'il y a sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, cette chose qui permettrait de tout faire et qui permettrait même pour certains euh, d'augmenter l'homme, peut-être même pour certains, allons jusque-là, de le remplacer. Euh, nous avons, ça me fait rire parce que je vais peut-être m'arrêter là-dessus, c'est que nous sommes là en Zoom parce qu'il y a des gens qui sont à distance et qui ne peuvent pas être là ce soir. Et le président de Zoom, le créateur de Zoom, vient de dire que bientôt ils allaient mettre au point un système de Zoom où les personnes n'auraient plus besoin d'être là physiquement, mais qu'ils auraient des sortes d'avatars intelligents qui feraient les réunions à leur place. Je trouve que c'est une folie, mais qui décrit bien ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, je vais laisser la parole à Daniel Andler. Je voudrais simplement vous dire que, comme d'habitude, on essaiera de faire un petit pot à la fin de la réunion, qui permettra de continuer à discuter de ceci ou de cela, et notamment avec Daniel Andler, s'il veut bien rester un petit peu avec nous. Donc, Daniel, je vous passe la parole. Et merci. Bon, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici et du coup de me rendre compte qu'il existe des cercles Condorcet, ce que j'avoue, je ne savais pas. Voilà. Quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, je vais vous parler un peu librement. Parfois, je fais des exposés avec des transparents, mais là, je m'étais dit que ce serait peut-être plus détendu que pas peut-être scolaire. Parlez plus fort, oui, d'accord. Et redites-le moi si je laisse tomber la voix. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre, évidemment, si quelque chose que je dis vous paraît obscur. Si c'est une question vraiment de fond, qu'on remettrait ma réponse à plus tard, mais n'hésitez pas à m'interrompre, ça peut m'aider. Alors, on va
je vais reprendre un peu cette idée que Bernard vient de suggérer, que dans les médias, on a une certaine image de ce qu'est l'intelligence artificielle. On a vraiment l'idée d'une montée irrésistible. Il y a d'autres montées irrésistibles qui nous inquiètent en ce moment, mais ce n'est pas de celle-là que nous parlons. Mais une autre montée irrésistible, qui est celle de l'intelligence artificielle, qui en fait serait une longue marche qui a commencé, comme certains d'entre vous le savez probablement, officiellement en 1956. Il y avait des prodromes, il y avait déjà le célèbre article de Turing de 1950, il y avait la cybernétique dans les années 40-50. Avant ça, il y avait la logique, qui est donc mon domaine d'origine, dans les années premier tiers du XXe siècle. Mais l'intelligence artificielle, elle est née officiellement avec ce nom un peu étrange en 1956 dans une des universités Ivy League américaines qui s'appelle Dartmouth et auquel participait notamment quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, qui est Marvin Minsky, qui est devenu ultérieurement un peu le pape de l'intelligence artificielle à MIT. Et MIT a été le berceau, en quelque sorte, le principal centre où, historiquement, l'intelligence artificielle a démarré. Et voici ce que écrivait Minsky. Alors, il y a des citations impressionnantes, y compris de Herbert Simon, que je n'ai pas amené ici, mais qui disait que dès 1957, il disait qu'il voulait choquer personne, mais qu'il existait aujourd'hui, et on était en 57, aujourd'hui, il existe des machines qui pensent, qui planifient, qui organisent, comme des êtres humains. Ça va vous choquer, disait-il en 57, mais c'est le cas, voilà, il faut vous y faire. Un peu plus tard, Minsky, en 70, déclarait la chose suivante, et cette citation, je l'ai: d'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Je veux dire, une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de lubrifier une voiture, à l'époque on lubrifiait les voitures, de naviguer les intrigues de bureau, de raconter une blague et de se bagarrer. Et à ce moment-là, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique. Et en quelques mois, elle aura atteint le niveau du génie, et quelques mois plus tard, ses pouvoirs seront incalculables. Alors, aussi bien Herbert Simon, plus encore Herbert Simon d'ailleurs que Marvin Minsky, ne sont pas des fantaisistes, ce ne sont pas des auteurs de science-fiction, ce ne sont pas des journalistes avides de sensations, ce sont de grands esprits, tous les deux. Herbert Simon, particulièrement Herbert Simon, était un économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie après avoir ou avant d'avoir reçu le prix Turing, qui est un peu le Nobel d'informatique. Minsky lui-même n'était peut-être pas à ce même niveau de vision, mais c'était quand même un grand bonhomme. Donc, il s'agit de grands bonhommes qui vous expliquent que ou bien c'est déjà fait, ou bien ça va arriver dans 3 ans, dans 8 ans. Alors, si vous prenez donc 1970 et vous ajoutez 8 ans, pour être gentil, donc on arrive à 78 et paf, on tombe dans ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle. Ça s'était plus ou moins effondré. Mais ça, on l'a oublié et on voit maintenant, puisque pour beaucoup de gens, l'intelligence artificielle est arrivée sur la scène peut-être il y a 2 ans, quand on a sorti de ChatGPT, et peut-être un petit peu avant. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus vieux que ça. On a oublié les petites hésitations du début, les petites difficultés du début, et on a l'impression que, voilà, on est arrivé, on est à la veille d'avoir ce dont Minsky et Simon prédisaient ou disaient que ça existait déjà ou que ça allait exister imminemment sous peu, et on y serait presque. On serait presque à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de niveau humain, human level artificial intelligence. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, et c'est intéressant de voir pourquoi ça a un petit peu échoué au début, et pourquoi, au contraire, ça marche maintenant, et dans quelle mesure ça marche maintenant. Pardon, là,
Il y a mon réveil qui me signale parce que je viens de me faire opérer de la cataracte et je suis censé me mettre des gouttes. Mais c'est pas grave, je les mettrai la prochaine fois. Euh, euh, alors, la première, mais dans quel ordre je vais le faire, je suis en train de changer un peu mon fusil d'épaule. Voilà, la première question qui se pose, c'est, et qui s'est posée très vite dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on veut un système qui va nous fournir des réponses à des questions que nous nous posons ou des solutions à des problèmes que nous nous posons et que éventuellement nous n'arrivons pas à résoudre ou que nous résolvons trop lentement ou trop imparfaitement, ou est-ce que nous voulons un système qui soit qui soit une véritable intelligence, c'est-à-dire qui pense comme nous, qui soit en fait une machine pensante. Et il y a eu d'un bout à l'autre de l'histoire de l'intelligence artificielle, et c'est important, ça a l'air d'être une distinction peut-être un peu chinoise, mais elle est centrale. La distinction, elle est entre le produit et le processus. Dans d'autres domaines, nous voyons clairement de quoi il s'agit. C'est celui des molécules chimiques ou des molécules pharmacologiques. Nous pouvons avoir une molécule, nous prenons une molécule naturelle. Par exemple, nous prenons l'urée, qui est fabriquée naturellement. Nous en fabriquons tous les jours de grande quantité. Elle est fabriquée naturellement et on peut se dire ce serait utile de l'avoir artificiellement et nous pourrions essayer d'avoir la même molécule fabriquée tout à fait différemment que l'organisme humain ou l'organisme animal, mais une fois qu'il est fabriqué, il est indiscernable de la molécule d'origine. C'est l'urée de synthèse. Et on a su synthétiser l'urée, je ne sais plus qui sort machin, j'ai un peu oublié la date. Mais il y a une autre chose qu'on peut faire. On peut faire quelque chose qui joue le même rôle que l'urée sans du tout avoir la même composition. Donc on peut avoir soit une urée de synthèse, soit un ersatz d'urée. Personne d'entre nous ici n'est suffisamment âgé pour se souvenir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des ersatz de produits qu'on ne trouvait pas sur le marché. Alors, ce n'était pas le même produit, mais mon Dieu, ça servait à la même chose. Par exemple, du sucre, ersatz de sucre, ersatz de farine, ersatz de toutes sortes de choses. Et la question pour l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on cherche une intelligence artificielle de synthèse ou est-ce qu'on se contente d'une intelligence artificielle de remplacement, en quelque sorte, quelque chose qui va remplir à certains égards les mêmes fonctions, mais sans être la même chose. Alors déjà, vous allez me dire, mais attendez, une intelligence artificielle de synthèse, c'est bizarre, parce que l'intelligence artificielle, c'est le produit du cerveau humain, pour le dire rapidement. Donc, de toute façon, si vous allez faire ça sur un ordinateur ou sur je ne sais quel système, ça ne va pas être littéralement indiscernable. C'est là que c'est important de se rendre compte que d'imaginer que l'intelligence, ça peut être compris comme un traitement de l'information. C'est au niveau traitement de l'information que se situe l'intelligence. Ce n'est pas au niveau de ce que font les neurones en envoyant des petites impulsions à gauche, à droite. Enfin, les impulsions sont importantes, mais c'est parce qu'elles transportent et transforment l'information. Alors, cette idée de traitement de l'information, vous pouvez la prendre assez littéralement. Après tout, en ce moment, je suis en train de vous transmettre de l'information. Ça vient par la voix, mais ça pourrait venir par d'autres canaux. Et au fond, le canal exact n'est pas très important. Vous pouvez lire mon bouquin, vous pouvez m'écouter, vous pouvez écouter quelqu'un d'autre qui dira à peu près la même chose, expliquera à peu près la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
il faut vous placer à un niveau où la différence entre la transmission par le son, la transmission par l'écriture, la transmission par d'autres moyens n'a pas d'importance. Ah, c'est insupportable ce truc-là. Pardon. Je vais faire une bonne fois. C'est ça aussi, on dit que c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, donc, donc l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un ordinateur, puisque c'est sur ordinateur qu'on va faire ça, on pourrait avoir un ordinateur qui ferait la même chose que notre cerveau fait, évidemment pas de la même manière organique, hein, mais la même chose sur le plan du traitement de l'information. Le traitement de l'information, au fond, une façon de le voir, c'est bah, quand vous réfléchissez à quelque chose, vous traitez de l'information. Quand vous êtes en train de vous dire, voyons, la conférence va se terminer vers 8h30, il y aura un pot qui va durer, mettons, une demi-heure, on va s'arrêter à 9h, je vais attraper mon métro à Sèvres Babylone à 9h10 et je vais être rentré chez moi, je ne sais plus, à Gilles-sur-Yvette à 10h30. Mettons, quand vous pensez ça, vous traitez de l'information. Hein, vous réfléchissez, vous délibérez, vous raisonnez et vous arrivez à une conclusion, je serai chez moi à 10h30 ce soir. Alors, c'est ce qu'a voulu faire l'intelligence artificielle au début, ce qu'on appelle, c'est un terme un peu technique, parce que je ne vais pas passer longtemps à expliquer, l'intelligence artificielle symbolique. L'intelligence artificielle symbolique prétend, essayait d'imiter les mouvements de notre pensée, de raisonner comme nous. Et la question était de savoir comment on allait arriver à ça. Et ce qu'on a dit, on a dit qu'on allait commencer par des choses simples. Qu'est-ce que nous arrivons à faire, nous, avec notre pensée? Disons que nous résolvons des problèmes d'arithmétique, ou des problèmes de jeu d'échecs, ou de dames, des problèmes de planification, des problèmes de reconnaissance de forme, etc., etc. Et de fait, très vite, l'intelligence artificielle a trouvé, une niche sur le plan des applications. Et sur ce point, Herbert Simon a été vraiment le grand penseur. Il a dit, regardez, nous, on sait faire par des ordinateurs, on sait leur faire résoudre des problèmes relativement simples, même s'ils sont compliqués pour l'être humain, mais ils sont relativement simples, c'est des problèmes bien définis, on trouve des algorithmes pour faire ça, on fait tourner des ordinateurs, on obtient le résultat. Bon, on avait déjà ça pour l'arithmétique avec la pascaline, la calculette automatique inventée par Pascal il y a très longtemps, et maintenant on avait des machines beaucoup plus perfectionnées. Mais disait Simon, et on y reviendra plus tard, disait Simon, ce qui serait intéressant, c'est que les ordinateurs puissent faire ce que fait l'intelligence humaine à son plus haut niveau de développement, c'est-à-dire de résoudre des problèmes qu'il appelait mal structurés, ill-structured, c'est-à-dire des problèmes qui ne sont pas clairement définis. Par exemple, le problème de la pauvreté dans le monde, le problème de la situation politique en France aujourd'hui, le problème qu'a le PDG de Boeing pour savoir s'il doit lancer la conception d'un nouveau avion maintenant ou la décennie suivante. Ça, les problèmes qu'avait Georges Haddad quand il dirigeait une université, disons, turbulente, comme toutes les universités. Donc, ce dont rêvait Simon, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui pourrait résoudre ce genre de problème, peut-être mieux que font les êtres humains. Et nous étions effectivement à une époque, on sortait donc de la Deuxième Guerre mondiale, on avait fabriqué la bombe atomique, on l'avait fabriquée justement à l'aide d'ordinateurs, les ordinateurs ont été à l'origine fabriqués pour ça, et on était à un moment où le monde industriel et militaire, économique, était devenu d'une complexité telle que l'être humain était dépassé. Et l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'était pas simplement une expérience intéressante. Est-ce qu'on pourrait faire une intelligence comme ça pour le plaisir de répondre à cette question? C'était vraiment pour essayer de résoudre des problèmes. Et en fait, c'est ça qu'a fait l'intelligence artificielle dès le début. Elle s'est attaquée à un certain nombre de problèmes et elle a laissé tomber, elle a mis sous le boisseau
l'ambition originelle qui était de faire une machine qui pense. C'est-à-dire une machine qui a de la conscience, qui a des émotions, qui a vraiment de la pensée. Et on a dit, bon, ben ça, c'est pour plus tard, parce que ça, on ne sait pas faire. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas comment faire. On va donc commencer par un bout plus pratique, en quelque sorte, qui est de faire faire à la machine, lui faire résoudre des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes relativement faciles, genre traitement de texte, tableur, opération arithmétique, etc., mais des problèmes plus difficiles. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'intelligence artificielle dite symbolique des premiers temps, dans sa tentative de fabriquer une intelligence artificielle de synthèse, le projet s'est enlisé. Ce n'est pas qu'il s'est arrêté comme ça brusquement, qu'il a rencontré un mur de briques et que ça s'est effondré. C'est simplement que ça n'arrivait pas et donc les crédits pour développer la chose se sont taris. C'est pour ça que d'ailleurs les spécialistes d'intelligence artificielle ont appelé ça un hiver. C'est le moment où malheureusement la nourriture n'arrive pas, le soleil n'arrive pas. Et simplement, si le soleil n'arrivait pas, sous forme des crédits considérables que leur accordait essentiellement l'armée et la marine américaine, et aussi, dans un moindre mesure, britannique, eh bien, si ça n'arrivait pas, c'est que les militaires avaient décidé que ça ne marchait pas très bien. Donc, l'intelligence artificielle symbolique s'est arrêtée un petit peu, si vous voulez, la comparaison qui me vient, c'est celle de l'entreprise de créer des avions, c'est-à-dire des machines volantes. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'au début, on avait pensé qu'une machine volante, ça devait être plus léger que l'air. Ça semblait intuitif. Hein. Et donc, il y a eu de longues tentatives pour faire du plus léger que l'air, qui se sont effondrées, pas parce que l'idée était complètement stupide, mais en pratique, bon, il y a eu, je ne sais plus quel énorme ballon qui a explosé en vol. Et à un moment, on a dit, ça va comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on a essayé autre chose, on a essayé le plus lourd que l'air. Alors, l'équivalent du plus lourd que l'air, dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est la deuxième phase qu'on appelait à l'époque, le terme a un peu changé, le connexionnisme. Et le connexionnisme, l'intelligence artificielle connexionniste, c'était l'idée qu'il fallait pas se placer au niveau de la pensée conceptuelle consciente, ce qui nous passe par la tête, mais à un niveau en quelque sorte plus microscopique. Un peu, alors pour ceux d'entre vous qui avaient fait un minimum de physique, c'est un peu le rapport entre thermodynamique et mécanique statistique. C'est la même chose. En gros, on parle de la même chose. Pourquoi les corps se chauffent, pourquoi la chaleur se répand d'une certaine façon, etc. Mais on peut l'aborder soit au niveau macroscopique, donc les choses d'ailleurs qu'on peut toucher en quelque sorte, la température, on peut toucher la température, on peut raisonner de manière macroscopique, ou alors on peut se demander, mais fondamentalement d'où ça vient tout ça? Ça vient d'agitation moléculaire et étudier les phénomènes donc, de température, de chaleur, etc., au niveau des molécules. Et le connexionnisme, c'est un peu l'idée de se placer au niveau des molécules, sauf qu'ici, l'équivalent des molécules, c'est ce qui se passe au niveau des neurones, si vous voulez. Des neurones extrêmement schématisés, mais quand même se dire, c'est au niveau des neurones. Alors les neurones, eux, un neurone tout seul, ils ne pensent pas. Les neurones pensent en quelque sorte collectivement. Les réseaux de neurones connectés d'une certaine façon peuvent produire de la pensée. Et c'est cette intuition qui est à l'origine de l'intelligence artificielle connexionniste. Alors c'est cette intelligence artificielle connexionniste qui triomphe aujourd'hui sous un autre nom. On appelle ça le deep learning ou l'apprentissage profond. Et une des branches du deep learning, c'est ChatGPT et tout ce dont vous entendez parler aujourd'hui, à savoir l'IA générative, qui a donc complètement bouleversé à la fois les imaginations, l'industrie, etc., etc. Donc, finalement, le connexionnisme, avec des idées complètement différentes, a repris le projet d'origine, mais il y a une chose auquel il renonce tout de suite, et ça va être très important pour la suite, il renonce à faire une intelligence artificielle de synthèse.
il fait une intelligence artificielle de remplacement, il fait un ersatz d'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelque chose qui va obtenir des réponses à des questions, des résultats, va rédiger votre dissertation ou corriger vos copies, mais pas du tout en suivant le chemin de l'intelligence humaine. Pas du tout. On n'essaye même pas de suivre le chemin de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de l'intelligence comment dire, du commerce, du raisonnement sur les pensées conscientes, etc., etc. Alors, pourquoi c'est important que l'intelligence artificielle qui nous impressionne tant, à juste titre, je ne suis pas du tout ici pour vous dire l'intelligence artificielle, c'est de la foutaise, ça ne marche pas, on vous raconte des blagues, pas du tout. L'intelligence artificielle est quelque chose de très, très, très puissant, de très remarquable sur le plan technique, avec toutes sortes d'effets positifs et négatifs, mais ça n'est pas rien. Donc, je ne suis pas du tout ici pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est rien. Pas du tout. Mais ça n'est pas une intelligence artificielle de synthèse, et c'est important, je crois, pour la raison suivante. Dans l'expérience humaine, chaque fois qu'on a voulu remplacer un produit naturel par un produit de remplacement, eh bien, on a constaté que le produit de remplacement remplace dans les bons cas, mais pas tout à fait, et parfois catastrophiquement pas du tout, dans d'autres cas, pas prévus en quelque sorte à l'origine. Alors quand j'ai des slides, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je montre, pour amuser la galerie, des usages non standards et des accidents d'outils une fois qu'on les a électrifiés. Vous avez une chignole mécanique, puis vous avez une chignole électrique, vous avez un balai, vous avez un aspirateur, etc. Alors, l'aspirateur, en gros, fait le travail du balai. Et la chignole électrique fait, donc, perceuse électrique fait le boulot de la chignole mécanique, sauf quand il ne le fait pas. C'est-à-dire quand il y a des accidents, quand il n'y a plus d'électricité, quand, etc., etc. Et j'en déduis quelque chose comme un principe. Il faut que je regarde le... Non, c'est... Ah bon. euh, euh, J'en déduis un principe empirique qui n'est pas prouvable, mais qui me semble être le résultat de la longue expérience humaine avec des produits de remplacement, c'est qu'aucun remplacement n'est parfait. Et c'est ce qu'on constate justement avec l'intelligence artificielle actuelle, c'est qu'elle, à certains moments, dans les bons cas, elle donne les résultats qu'on souhaite, mais dans les mauvais cas, elle donne des résultats qui ne vont pas du tout, ce qu'on appelle d'ailleurs techniquement, pour ce qui est de ChatGPT et des modèles apparentés d'IA générative, les hallucinations, quand tout à coup la machine vous invente un truc complètement invraisemblable, qui peut être sur des choses extrêmement simples, d'arithmétique, ou des choses plus compliquées. On lui demande par exemple d'écrire la biographie d'un intellectuel célèbre, et elle vous sort une magnifique biographie qu'elle a tirée évidemment du stock de connaissances sur laquelle elle a été entraînée. Et puis, pour faire joli, elle invente un livre que ce monsieur n'a jamais écrit, en donnant le nombre de pages, l'éditeur, les critiques principales qui ont été adressées à ce livre, etc., qui sort de nulle part. Donc, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui a en quelque sorte cette vulnérabilité intrinsèque de tout produit de remplacement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à ce stade? Alors, ce serait la chose suivante, c'est que, indépendamment de cette fragilité, si vous voulez, de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, cette fragilité, d'abord, est en partie contrôlable, pas complètement, mais en partie contrôlable, justement parce qu'il y a des ajustements qui viennent probablement, on ne le sait pas, parce que c'est des secrets industriels, de modifications, si vous voulez, par des programmeurs humains ou par des systèmes d'intelligence artificielle symbolique, justement, qui sont une façon de corriger en quelque sorte les défauts de l'intelligence artificielle connexionniste, du deep learning.
Toujours est-il que l'intelligence artificielle, quand elle est en forme, elle l'est souvent, résout des problèmes. Mais, et ça c'est un peu la thèse principale de mon bouquin, elle ne fait pas autre chose que résoudre des problèmes. On me dirait c'est déjà très bien. Mais comme je l'ai dit au début, oui, nous ne faisons pas que résoudre des problèmes. Je vais entrer un petit peu dans le... Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là. Qu'est-ce que j'entends par problème? Un problème, alors, personne n'est roi du vocabulaire. Hein. On dit constamment j'ai un problème à n'importe quand. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a un problème. Alors moi, je prends problème dans un sens plus étroit, qui est le problème qui est le sens d'origine. Problème, ça vient du grec balein, balein, jeter devant. Jeter devant, c'est le professeur qui jette devant l'élève un problème. C'est-à-dire lui pose une question, le professeur connaît la réponse à la question, en principe, et il charge l'élève de répondre à la question. Un problème, c'est quelque chose qui est bien posé, il y a des données du problème, ces données sont posées une fois pour toutes, elles sont idéalement sans ambiguïté, encore qu'on peut éventuellement demander des précisions si la formulation n'a pas été parfaite, mais normalement, les termes du problème sont clairement posés. L'élève, l'apprenant, l'être humain qui réfléchit au problème, qui n'a pas encore la réponse, la cherche. S'il la trouve, cette solution est la solution du problème. Et il n'y a pas de doute sur le fait que c'est la solution du problème. C'est ça, disons, le paradigme, l'exemple parfait de ce que j'appelle un problème. Et je dis que l'intelligence artificielle, elle peut résoudre des problèmes, elle en résout de plus en plus, elle les résout de mieux en mieux, elle les résout parfois beaucoup mieux que peut faire l'être humain parce qu'il est limité pour toutes sortes de raisons, mais ça, elle sait faire, pas tous les problèmes, il ne faut surtout pas imaginer qu'elle résout tous les problèmes, mais elle résout pas mal de problèmes, elle va en résoudre dans les années qui viennent de plus en plus. Alors que l'être humain, il ne fait pas que résoudre des problèmes. Et pour le dire rapidement, mais je vais un petit peu nuancer ça, l'être humain pose des problèmes. Et poser un problème, ce n'est pas un problème, on pourrait être tenté de dire c'est un problème de niveau supérieur. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème de niveau supérieur. Donc je dis qu'un être humain, c'est quelqu'un qui est face à des situations, je vais dire un peu ce que j'entends par situation, et qui est en quelque sorte chargé, alors selon votre religion, par le Créateur ou par l'évolution naturelle, ou c'est sa nature, mais disons sa fonction principale, c'est de répondre, de réagir à des situations d'une manière appropriée. Et je vais revenir sur ce terme approprié dans un petit moment. Qu'est-ce que c'est qu'une situation selon moi? Alors là, situation, le mot lui-même, c'est un peu comme le mot problème. Je ne suis pas propriétaire du sens du mot situation, c'est un mot du langage courant, et chacun entend par situation ce qu'il veut, et on utilise ce terme. Chacun d'entre nous utilise le terme, ou pense le terme situation au moins 30 fois par jour, dans différentes situations, justement. Alors, ce que j'entends par situation, et là aussi c'est important, c'est comme ma façon de limiter le sens de problème, de préciser le sens de problème, je précise maintenant le sens du mot situation, tel que je l'entends. Une situation, c'est la chose qui pour vous est la plus familière, parce que c'est exactement ce que vous vivez d'étape en étape dans votre existence. Alors, il y a les grandes situations. Est-ce que je vais épouser ma Chine? Est-ce que je vais passer l'agrégation d'histoire? Est-ce que je vais déménager à Montpellier? Est-ce que je vais prendre ma retraite? Bon, il y a évidemment ces grandes situations. Mais il y a des situations beaucoup plus courantes. Hein, la situation à laquelle je suis là maintenant, moi, je suis dans une situation particulière. Je suis en train d'essayer de faire une conférence qui vous intéresserait éventuellement et de ne pas dire trop de bêtises et de ne pas être trop long non plus. Bon. Et vous, vous êtes aussi dans une situation. Chacun d'entre vous est dans une situation. Alors, c'est une situation à bas bruit dans votre cas parce que vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'êtes pas amené à
à faire quelque chose rapidement. Moi, je suis dans une situation un peu plus aiguë parce que je suis amené à faire quelque chose, à réussir mon coup, etc. Alors, une situation, c'est que nous, chacun d'entre nous, une situation au sens où je l'entends, c'est quelque chose qui est centré sur une personne. Donc, Georges Haddad est dans une situation en ce moment ici. Moi, je suis dans une situation, une autre situation, parce qu'elle est centrée, c'est ma situation, c'est ici et maintenant. Alors, on est presque au même endroit, mais pas tout à fait. Et puis surtout, Georges et moi, on n'est pas la même personne. Donc, c'est quelque chose qui est attaché à une personne, qui est, comme disent les philosophes, singulier, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui se répète, ce n'est pas un type, c'est quelque chose de singulier, c'est quelque chose qui arrive en ce moment, ici, à moi, et c'est la même chose pour vous, et qui, quand même, appelle une intervention quelconque. Une situation, c'est quand même pas, quand je dors, je ne suis pas dans une situation, quand je suis dans une passivité complète, je ne suis pas dans une situation, et puis il y a une espèce de continuum entre des situations très aiguës, où tout à coup il y a, je ne sais pas, un incendie, vous entendez la voix d'un bébé, les cris d'un bébé qui est à l'intérieur, alors là, il y a une urgence, il y a une situation qui appelle une intervention immédiate. Une situation donc est singulière, elle est située dans l'espace et dans le temps, elle nous concerne, chacun d'entre nous individuellement, et nous y avons un enjeu. C'est-à-dire, par exemple, moi, mon enjeu, je l'ai déjà dit, mais je le répète tellement c'est important, mon enjeu, c'est de réussir en quelque sorte à faire la chose qu'il faut, c'est-à-dire à traiter la situation dans laquelle je suis maintenant de manière appropriée. Alors, deux choses à ce sujet. La première, qu'est-ce que veut dire approprier? Alors, approprier, ça veut dire ce qu'il faut faire, quoi. En anglais, do the right thing, faire la chose à faire, quoi. Mais c'est quoi la chose à faire? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Quoi la chose à faire? La première réponse, c'est il y a des conditions objectives de la situation et faire la chose à faire, c'est répondre à ces conditions objectives. Donc, typiquement, le bébé, l'incendie, la chose à faire, c'est de se précipiter et de tirer le bébé avant qu'il soit atteint par les flammes. Donc, il y a là un truc en quelque sorte objectif. Alors, il y a des situations dans lesquelles il y a quelque chose d'objectif qui saute aux yeux de tout le monde. Mais dans beaucoup de situations, ce n'est pas le cas. Et le cas général, c'est le cas dans lequel il n'y a pas toujours un critère objectif. Je vous donne un exemple qui va vous paraître contre-intuitif. Georges est un bien meilleur joueur d'échecs que moi. Ce n'est pas qu'on n'ait jamais joué ensemble, mais c'est impossible d'être pire que moi aux échecs. Donc, il est forcément meilleur que moi. Alors, supposons que Georges est dans une situation où il est en face de moi et on joue aux échecs. Bon, la chose appropriée pour Georges, c'est de me battre. Ben oui, parce que voilà, quand on joue aux échecs, c'est une situation, on a un enjeu, on a quand même sa fierté de joueur d'échecs, on va donc battre Andler, ce qui n'est pas très difficile parce qu'il est nul ici. Bon, ouais, mais attendez, réfléchissons. Il n'est pas bête, Georges, il se dit, Andler est un ami, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais on renoue là. Ce n'est pas le moment de l'humilier. Il faut donc que je perde. Donc la chose à faire, c'est de perdre. Mais Georges est encore plus intelligent que ça. Il dit, mais attends, Andler n'est pas con. Il va bien se rendre compte qu'il fait exprès de perdre. Il va être doublement humilié. Donc finalement, je dois quand même gagner. Alors c'est un exemple caricatural. Mais c'est pour vous dire que selon moi, la façon intelligente, si vous voulez, de gérer une situation, c'est quelque chose qui se négocie, c'est quelque chose qui se discute, c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas toujours, en tout cas, une contrepartie objective. Vous prenez le long terme, le court terme, vous prenez en compte les intérêts des uns et des autres, vous prenez en compte toutes sortes de choses, toutes sortes de circonstances dans la situation. La situation, c'est beaucoup de choses. La situation en ce moment, vous pourriez la caractériser comme une conférence du Cercle Condorcet de Paris à la Ligue de l'enseignement.
Mais il y a plein d'autres choses. Il y a la couleur des murs, il y a le fait qu'on est en sous-sol, il y a le fait qu'il y a eu un événement politique de première grandeur qui s'est passé dimanche dernier. Il y a mille choses. Il y a le fait que l'un d'entre vous est en train de perdre un proche. Il y a mille choses que nous considérons comme non pertinentes. Ah ben oui, sauf que peut-être c'est pertinent quand même quand on prend un horizon plus large, si vous voulez. Donc, selon moi, l'intelligence, qui est la norme, si vous voulez, de la norme de la bonne façon de traiter, quand je dis bonne façon, c'est la façon intelligente de traiter une situation, c'est quelque chose qui est irréductible, sauf cas particulier, à des conditions objectives. Alors vous me direz, mais ça existe ça? Est-ce que c'est par exemple conforme à une vision matérialiste du monde? On va y revenir si on a le temps, hein, parce que c'est beaucoup de questions tout ça. Mais dans un premier temps, je dirais, écoutez, vous êtes habitués à ce genre de normes irréductibles. Vous êtes habitués parce que sur le plan éthique, vous savez, vous vous rendez compte, vous avez fait l'expérience qu'une manière éthique de se comporter, c'est quelque chose qui ne se réduit pas à une maximisation du plaisir, à une maximisation du bien-être, à une maximisation de la charité ou de choses comme ça. C'est quelque chose qui, à chaque fois, dans chaque cas, va se discuter. Vous allez avoir des raisons de dire que telle personne s'est conduite de manière éthique, et il y aura en face de vous quelqu'un qui va dire ben, j'en suis pas sûr, et vous allez échanger des raisons. Et vous allez même échanger des raisons avec vous-même quand vous êtes dans un dilemme éthique. Vous êtes en train de dire ben, d'un côté ceci, de l'autre côté cela, alors qu'est-ce que je fais finalement? Et je suis amené à faire un compromis, il y aura un résidu éthique, je regretterai, etc. Et c'est la même chose pour l'esthétique. Hein, vous pouvez dire, bah, Bach, c'est très beau, ou les Beatles, c'est magnifique, pour telle et telle raison, il y a plein de raisons objectives, mais les raisons objectives ne vont pas épuiser la chose. Vous direz finalement, bah, Bach, c'est très beau, et vous allez donner des raisons, et vous allez échanger des raisons. Et ce n'est pas tout à fait de l'ordre de l'arbitraire, du goût arbitraire. Écoutez, si vous préférez des statibus donne je ne sais plus quoi, on ne discute pas des goûts. Si Georges, pauvre Georges, il est vraiment devant moi, tu vas pas me rater, je sais. Si Georges préfère la glace à la vanille et moi la glace à la fraise, c'est pas quelque chose qui se discute, ça n'a aucun intérêt. Donc on n'est ni dans l'objectif absolu, la vanille n'est pas objectivement meilleure que la fraise, mais ni non plus dans les simples préférences individuelles. On est quelque part entre les deux dans ces normes qui sont celles peut-être du beau, du juste, du vrai et de l'intelligent. Et pour moi, ça c'est ma thèse un peu spéciale, si vous voulez. L'intelligence est une norme de ce genre. Alors, que faut-il, donc la deuxième question, que faut-il pour vivre une situation? Parce qu'après tout, quelqu'un pourrait me dire, et on va peut-être en discuter si j'ai quelques minutes de plus, on va dire, mais après tout, qu'est-ce qui empêche une intelligence artificielle d'être dans une situation de vivre J'ai dit actuellement, j'ai prétendu, mais ça se discute bien sûr, mais j'ai avancé la thèse selon laquelle actuellement les intelligences artificielles, les systèmes d'intelligence artificielle, au mieux résolvent des problèmes, mais ne vivent pas des situations. Alors pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle ne pourrait pas vivre une situation? Et c'est une question qu'on me pose en disant, mais écoute, tu n'as qu'à dire à ton intelligence artificielle, lui fournir toutes les informations nécessaires, la couleur des murs, l'événement politique récent, le fait que quelqu'un est en deuil, etc., etc. Vous lui donne toutes ces informations, il aura toute la situation. Ben non, parce que la situation, c'est un nombre infini ou indéfini, en quelque sorte, d'aspects qui forment des configurations, si vous voulez, et ces configurations, vous les percevez globalement en tant qu'être humain qui vit cette situation. Et ça, vous n'arriverez pas à le donner à une machine. Et il y a une chose que j'aurais dû dire un petit peu plus tôt. Quand on décrit une situation, déjà on l'a réduite à un problème. Parce que déjà on a dit quels sont les éléments cruciaux de la situation. Quand j'ai parlé du bébé dans la maison en flammes, j'ai déjà réduit la situation à un problème, en disant ce qui est pertinent, c'est l'incendie, le bébé, et le
une règle générale que quand un bébé va être consumé par les flammes, on essaye de faire quelque chose à ce sujet et qu'on se sent capable éventuellement de se jeter dans l'immeuble et essayer de trouver le bébé et le ramener sain et sauf. Donc on a ramené la situation à un problème, ce qui est souvent la chose intelligente à faire, mais qui n'est pas toujours possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vivre une situation? Alors, je dirais qu'il faut déjà faire partie du monde. Une intelligence artificielle ne fait pas partie du monde. Elle a des informations sur le monde. Elle a des représentations du monde. Mais ce n'est pas la même chose d'être dans le monde et d'avoir une représentation du monde. Donc, par exemple, s'il y avait un robot anglaire ici, on lui dirait, en face de toi, tu as Georges Haddad, qui est un mathématicien, qui a présidé l'université Paris 1, qui a telle et telle caractéristique. Et le robot aurait une représentation de Georges Haddad. Mais moi, je n'ai pas une représentation de Georges Haddad, j'ai un contact avec Georges Haddad, un contact matériel, corporel. Et pour avoir un contact matériel, il faut avoir un corps. Alors, effectivement, ce qu'on me dit souvent, et ce à quoi j'ai pensé même tout seul, à vrai dire, c'est que si je donne à une intelligence artificielle, si je la branche sur un robot, et Dieu sait que la science-fiction, les films, etc., n'arrêtent pas de nous parler de ça, eh bien, le corps du robot jouera le rôle du corps que j'ai moi, ici, qui me fait que je suis présent ici, au Cercle Cour d'Orsay, face à Georges Haddad et à vous tous. J'ai un trou, pardon. Oui, et que le robot pourrait être dans la même situation. Mais non, le corps du robot, le robot pour l'intelligence artificielle qui est branchée dessus, pour lui, son corps, c'est un objet de plus. C'est comme s'il pilotait un aspirateur, c'est comme s'il pilotait un objet quelconque. Ce n'est pas son corps à lui. Notre corps à nous, c'est notre personnalité, c'est notre mémoire, c'est l'enjeu que nous avons depuis que nous sommes bébés de sauver ce corps, de survivre. Et cette survie du corps est quelque chose d'essentiel. Survie du corps, survie de la mémoire, survie du soi. Donc, pour être au centre, pour vivre une situation, il faut donc faire partie du monde, il faut ce qui nous permet d'interagir directement avec le monde et non pas par représentation interposée, et il faut avoir un enjeu personnel qui remonte en quelque sorte à la chose la plus originelle, c'est-à-dire de sauver sa peau. Un système d'intelligence artificielle n'a pas sa peau à sauver. Alors, il y a moyen de simuler, il y a toujours moyen de simuler, mais ça n'est qu'une simulation. La souris cybernétique des années 40 avait déjà cette idée que si sa batterie était déchargée, il fallait qu'elle se rapproche d'une prise pour se recharger. Et donc, en un certain sens, évidemment très réducteur, elle était en situation de sauver sa peau en rechargeant sa batterie. Et c'est évidemment, c'est un artifice, mais c'est des choses qu'on peut discuter. Alors, dans le temps qui me reste, je prends encore quelques minutes, je voudrais un peu parler de l'éthique de l'IA, c'est-à-dire de est-ce que c'est bien, c'est mal, est-ce qu'il y a un bon usage, un mauvais usage de l'IA. Alors je distinguerai, je serai court là-dessus, rassurez-vous, je distinguerai deux formes d'éthique de l'IA. Il y a ce que j'appellerais l'éthique interne et l'éthique externe. L'éthique interne, c'est l'éthique qui s'applique, qui concerne les fabricants d'IA, les gens qui mettent sur le marché des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, c'est les ingénieurs, les scientifiques qui pensent aux principes de base, les ingénieurs qui confectionnent les systèmes, les entrepreneurs qui lancent la fabrication de ces systèmes, les gens qui les vendent, etc. Donc ça, c'est tout l'aspect production. Donc eux, ils sont soumis, à mon sens, à une éthique que j'appelle l'éthique interne. Et puis il y a l'éthique externe qui est, une fois que ces systèmes existent, ils sont sur le marché, ils sont à disposition de vous, de moi, des entreprises, des juges, des médecins, des profs, etc. Comment l'utiliser à bon escient, en quelque sorte. Alors,
Pour ce qui est de l'éthique interne, c'est-à-dire celle qui s'applique aux gens qui fabriquent, qui mettent sur le marché, qui financent, etc. Alors, il y a d'innombrables chartes éthiques de l'IA. C'est ce qu'on appelle en général l'éthique de l'IA. Si vous tapez ça sur Google, vous allez avoir je ne sais pas combien de réponses qui prendront parfois la forme de charte de l'IA, charte européenne de l'IA, etc. Quelqu'un en a dénombré 200. Il y a 200 codes éthiques de l'IA. C'est tous des codes internes qui sont, bon, premièrement, ce sont des vœux pieux en général, et c'est des injonctions plus ou moins contradictoires, et puis quand ce n'est pas contradictoire, c'est plus ou moins évident. Et moi, je dis qu'en réalité, l'éthique interne de l'IA, ça comporte essentiellement trois principes essentiels. Le premier, c'est qu'il faut produire de bons outils. Un système d'IA, c'est un outil. Alors, ce n'est pas un outil tout à fait comme les autres, mais ça partage avec les outils un certain nombre de caractéristiques fondamentales. C'est-à-dire que ça doit être des outils sur lesquels on peut se reposer. Hein, quand Boeing fabrique de mauvais Boeing, de mauvais avions, il est en situation de faillite, en quelque sorte. Et quand quelqu'un fabrique, je ne sais pas, je sais pas moi, une tronçonneuse qui est ainsi faite que dès qu'on touche à un bout de bois, elle vous rebondit au visage et elle vous décapite, c'est pas non plus un bon tronçonneur, une bonne tronçonneuse. Alors, l'exemple de la bonne tronçonneuse, vous me direz, les tronçonneuses, il y a toujours ce risque, effectivement, mais c'est parce qu'il faut apprendre à utiliser une tronçonneuse. Donc, il faut aussi, quand vous mettez un système d'IA à disposition, que vous puissiez en expliquer le fonctionnement et que, comme dans les manuels, vous puissiez dire quelles sont les limites, les choses à ne pas faire. Alors ça, c'est un principe qui n'est nullement actuellement appliqué par les fabricants et les marchands de systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, ce qui me paraît le commandement le plus important, le principe le plus important de l'éthique interne, c'est de ne pas, comment dire, fabriquer des systèmes que l'on peut prendre à tort ou à raison pour des personnes humaines. Il ne faut pas que ça ressemble à une personne humaine et il ne faut pas que l'on puisse imaginer que le système d'intelligence artificielle est peut-être à la forme physique près, comme une pensée humaine, comme un décideur humain. Et la raison en est la suivante. Alors ça, je reprends ça pour ceux qui connaissent un peu le philosophe américain Daniel Dennett. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, D-E-N-E-T. Beaucoup de ses livres sont traduits chez Odile Jacob. C'est un des grands penseurs des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. C'est le premier philosophe qui ait pris vraiment au sérieux l'intelligence artificielle. Non pas pour la critiquer, comme mon maître Hubert Dreyfus, qui l'a prise au sérieux, mais pour la critiquer. Non, au contraire, pour dire qu'il y avait là quelque chose de formidable et d'intéressant et qu'il fallait regarder ça de près plutôt que d'en faire la critique simplement. En tout cas, Dennett a dit, il vient de mourir, et juste avant, il s'est exprimé à plusieurs reprises, et il a rejoint tout à fait ce que moi je pensais, c'est que de la même manière, ça c'est l'image, la métaphore est de Dennett, Dennett explique que les faux monnayeurs dans toutes les cultures ont été sévèrement punis. Un faux monnayeur, c'est quelqu'un qu'on met en prison. Pourquoi? Parce qu'il met sur le marché de la fausse monnaie, et mettant de la fausse monnaie, il détruit la confiance qu'on peut avoir dans la bonne monnaie. Et pour Dennett, et je suis d'accord avec lui, mettre sur le marché des fausses personnes, c'est de la même manière miner la confiance que nous avons dans les vraies personnes. Quand nous avons affaire à une personne, non seulement nous interagissons avec lui sur le sujet qui nous occupe, par exemple, avec Georges, on discute, ou on va jouer en impôt, il va raconter ses projets, je lui raconte les miens, etc. Alors, il y a la partie, en quelque sorte, émergée de notre interaction,
Mais il y a une énorme partie qui est submergée et tout ce qui fait que Georges est un être humain et je suis un être humain. Et donc, nous avons l'un vis-à-vis de l'autre des attentes qui sont tout ce que nous a fourni notre expérience d'être humain depuis l'enfance et jusqu'à maintenant. Ce soubassement, tout ce qui est sous la ligne, en quelque sorte, de flottaison, une intelligence artificielle ne l'a pas. En tout cas, nous ne savons pas ce qu'elle a. Nous pouvons être sûrs qu'elle n'a pas tout. Elle a peut-être certains aspects, des choses. On lui a appris un certain nombre de choses sur la manière dont les êtres humains se comportent, mais elle n'a pas tout. Et donc, nous faisons instinctivement confiance à ce système comme si c'était un être humain. Ce n'est pas un être humain. Et ça, c'est destructeur, en quelque sorte, des bases même de la socialité. Donc ça, c'est, si vous voulez, le souci de ceux qui fabriquent les systèmes d'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître qu'ils se comportent d'une manière complètement attentatoire à ce que j'appelle cette éthique interne. Alors, pour ce qui est de l'éthique externe, je dirais qu'elle comporte 4 exigences. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. D'abord, il faut comprendre les systèmes. Alors, pour l'instant, on ne nous en donne pas vraiment les moyens. Mais bon, peu à peu, ces moyens se développent. Il y a des formations en intelligence artificielle, il y a des ouvrages de vulgarisation plus ou moins efficaces. Grâce quand même à Internet, on peut apprendre beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Il y a d'excellentes vidéos sur l'IA. Mais il faut comprendre les systèmes existants et il faut évidemment comprendre aussi leurs limites. Ce que je disais à propos de la tronçonneuse. Il ne faut surtout pas imaginer que ces systèmes sont parfaits. Ils fonctionnent dans un domaine de validité donné que malheureusement nous ne connaissons pas bien parce qu'on ne nous donne pas les informations nécessaires. Mais tant que nous ne savons pas, il faut être d'une grande prudence. Il faut évidemment s'assurer que les systèmes sont véritablement au service des utilisateurs. Donc si je suis professeur, avocat, notaire, assureur, médecin, etc., qui rend un service à un utilisateur, eh bien, je dois m'assurer que je lui rends véritablement service ou que la balance des services rendus est positive. Et puis, la chose la plus importante, c'est que je dois respecter à long terme l'autonomie de l'utilisateur. C'est-à-dire que je ne dois pas le priver de son autonomie et de sa compétence. Je vais m'expliquer là-dessus brièvement. Prenons un cas qui est probablement familier à certains d'entre vous. J'imagine que pas mal d'entre vous êtes enseignants. Peut-être vous êtes encore en activité, peut-être pas, mais en tout cas, vous savez que les enseignants se demandent depuis un bon moment s'il faut utiliser des méthodes d'intelligence artificielle ou de manière même plus vaste, des méthodes numériques en général dans leur enseignement. Et notamment, pour ce qui est de ChatGPT, est-ce que nous devons utiliser ChatGPT et est-ce que nous devons autoriser nos élèves à utiliser ChatGPT? Alors, il y a des raisons d'utiliser éventuellement ChatGPT, c'est que ça facilite la tâche des élèves et des enseignants. Et après tout, c'est peut-être une bonne chose de faciliter la vie des gens. Alors, il y a des problèmes généraux sur la question de savoir s'il faut toujours faciliter la vie des gens. Moi, je pense que non. Mais il y a aussi un argument. Après tout, le lave-linge a facilité la tâche des laveuses de linge qui étaient malheureusement toujours des femmes. Et je crois que ça a été une très bonne chose qu'on puisse éviter que les femmes aient à laver le linge. Donc il y a des cas où c'est une bonne idée et d'autres cas où c'est une moins bonne idée. Mais la chose essentielle, c'est que quand vous faites faire à un système d'intelligence artificielle que vous faisiez antérieurement avec votre intelligence humaine, il y a un risque que, dans un premier temps, vous perdiez la capacité de le faire vous-même. Un peu, l'image, c'est celle du muscle. Si vous faites tout faire par des instruments électriques, vous déplacez en voiture, etc., peu à peu, votre musculature va se diminuer.
Et c'est ce qu'on constate, par exemple, pour l'arithmétique élémentaire. Les enfants n'ont plus personne, d'ailleurs. Enfin, il n'y a plus de notre génération qui sait encore faire une addition, une multiplication, une soustraction, puisque tout le monde le fait sur une calculette. Et résultat, les élèves ne savent plus au fond ce qu'est un nombre. Plus ils ont une conception extrêmement floue de ce qu'est un nombre, une conception extrêmement floue de ce qu'est un ordre de grandeur, etc., etc. Ils ne comprennent peut-être même pas ce qu'est une multiplication et quel est le rapport entre la multiplication et l'addition, puisque tout ça, c'est la machine. Donc, on perd la capacité de faire soi-même les choses. Et par exemple, à propos de ChatGPT, on entend souvent la chose suivante. Si vous demandez à ChatGPT de vous faire un plan de cours, si vous êtes prof, si vous demandez à ChatGPT de vous faire une dissertation, si vous êtes élève, d'action, bien sûr, vous ne devez pas considérer que ChatGPT va faire tout le boulot. ChatGPT vous propose un premier jet, et puis ensuite, avec votre sens critique, votre intelligence humaine, vous allez corriger, remanier, etc. Mais, dit-on, c'est quand même formidable d'avoir ce premier jet. Parce que c'est vrai que c'est pénible, le premier jet. On est tous là. La première fois qu'on doit, ne serait-ce qu'écrire une lettre à sa grand-mère, on ne sait pas comment s'y prendre, on a l'angoisse de la page blanche, par où je commence, etc. On demande à ChatGPT qui vous écrit une merveilleuse lettre à la grand-mère, une merveilleuse dissertation, un merveilleux plan de cours, c'est pas la théorie moderne de l'évolution, etc. Alors, moi je dis, c'est inquiétant, c'est très tentant, et je comprends que quand on est pressé, ou qu'on a trop de dissertes à faire, ou trop de, je sais pas, de contrats de notaire à faire, etc., on soit tenté. Mais l'effort du premier jet, c'est là où on apprend à passer de pensée confuse à une pensée articulée, exprimée par écrit. C'est le moment le plus pénible, mais c'est le moment où on apprend. C'est le moment où on apprend à penser. Si on charge ChatGPT de faire ça à notre place, on va perdre cette capacité. Et au bout d'un certain temps, on aura perdu cette capacité, mais il y aura un deuxième stade encore plus grave, c'est qu'on aura même perdu l'idée de ce qu'est un bon plan de cours, une bonne dissertation. Parce que ce sera par définition ce que fait ChatGPT. Et donc, il n'y aura plus d'esprit critique. On ne va plus pouvoir exercer un esprit critique puisqu'on aura perdu la notion de ce qu'est une bonne dissertation, un bon plan de cours, un bon livre. Donc voilà. Alors, ma solution, et je m'arrête là, promis juré, ma solution, dans le cas de l'éducation, mais je pense qu'on peut transposer ça au cas de la médecine, au cas de la justice, etc., c'est ce que j'appelle le bilinguisme indicatif. C'est-à-dire non pas français, anglais ou italien, serbe, mais avec technologie et sans technologie. Il faut effectivement que aussi bien les professeurs que les élèves sachent utiliser la technologie parce que ça donne un avantage compétitif dans la vraie vie, parce que c'est très utile, parce que, etc. Donc il faut qu'ils sachent les utiliser et les utiliser au mieux, mais il faut aussi qu'ils sachent faire sans, parce que comme ça, ils conservent en quelque sorte, ils font faire à leur organe naturel les exercices qui vont leur donner la rectitude de pensée, le sens des bonnes choses, etc., du bon travail, etc. Et aussi parce que n'oublions pas la situation d'ersatz, la situation de remplacement. Parfois, les systèmes artificiels cassent. Parfois, il n'y a plus d'électricité parce qu'il y a la guerre, parce que ceci, parce que cela, parce que les versions ne sont pas compatibles, parce que Elon Musk s'est suicidé, parce que Dieu seul sait quoi. Et donc, il faut être aussi capable de se débrouiller sans les technologies. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut aussi travailler sans les technologies. Bon, je m'arrête là, en m'excusant d'avoir été. Merci. Georges, tu as bien évidemment une réaction immédiate. Oui, non. J'ai plus le choix et tu me mets dans une situation très difficile. Je sais. Je suis tellement content de te retrouver. Bon, j'ai été un ami d'enfance de son frère. J'étais à l'école normale supérieure ensemble. Et j'entendais parler de toi. Je me souviens toujours
Et le désir de te connaître a été très fort. Je t'ai connu. Oui. Quand même, tu as été venu m'offrir mon livre sur les sciences cognitives. Oui, oui, c'est ça. Merveilleux. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que très rapidement, je ne veux pas prendre la parole, j'ai lu tes paroles de la même façon que j'ai mangé tes livres. Je me suis nourri de ta pensée à plusieurs reprises, et ça m'a permis de compléter un peu ce que j'essayais de mettre en place et de penser. Alors, récemment, j'ai pensé à toi, effectivement, j'étais à l'Assemblée nationale avec Léonetti. Oui, oui, tout à fait. Travailler sur un texte de fin de vie. Oui, oui, Texte de fin de vie. tout à fait. Et là aussi, il fallait dire quelque chose parce qu'il y avait des représentants des différents producteurs. Je me rappelle l'archevêque de Rennes, monseigneur d'Ornage, le représentant du culte musulman, du culte martial, le grand rabbin, bien sûr, du culte protestant. Et je les ai vus discuter sur ce texte, ce décret, je ne sais pas si c'est un texte, une loi. C'était la loi, oui. Et j'ai pensé à toi et à un grand mathématicien et logicien que tu connais qui s'appelle Kurt Gödel. Ah oui. Qui a démontré un théorème essentiel, ou deux théorèmes sur l'incomplétude, et qui mènent à l'indécidabilité. Et là, justement, je pense que ce que tu abordes comme question sur l'intelligence artificielle nous met en face de l'indécidabilité. Comment l'être humain va-t-il se comporter par rapport à un progrès technologique qui risque de le dépasser, et qui risque de le dépasser au point de le mettre dans une situation d'indécidabilité par rapport à sa vie, à la vie qu'il a avec les autres, etc. Et donc, je trouve que tu abordes, et ton livre est remarquable, je l'ai offert à tous mes amis, remarquable parce qu'il nous place dans cette situation. Cette situation, et tu viens de mentionner, je vais terminer là-dessus, sur un sujet qui est pour moi essentiel aujourd'hui, et que je pense que tu vas comprendre, c'est j'ai écrit un article quand j'étais à l'UNESCO qui était intitulé Fragilité de la puissance. Et justement, je pense que l'intelligence artificielle, telle qu'elle se développe, elle risque de se développer, peut nous mettre dans une situation de fragilité extrême, en même temps que de puissance. Et combien de fois ai-je rencontré des situations où mes étudiants, confrontés à un problème qui nécessitait un calcul final, leur machine tombant en panne, étaient complètement paumés, incapables de faire ce calcul, pourtant basique. Et je leur disais, mais c'est basique, vous n'avez pas besoin d'un... Ah non, mais si on ne peut plus, on ne peut plus. Si la machine ne marche pas, ça s'arrête. Et cette fragilité de la puissance, on risque de la vivre à travers l'intelligence artificielle qui est en train de nous emmener très loin. Moi, je suis très favorable à l'intelligence artificielle et au progrès d'une manière simple. Donc là aussi, c'est une question qui me paraît importante, c'est jusqu'où on peut aller et jusqu'où l'être humain peut continuer à contrôler ce qu'il crée et ne pas sombrer dans le mythe du golem ou de Frankenstein, quand la créature dépasse son créateur et parfois le détruit. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que on m'a demandé d'écrire une lettre aux étudiants pendant 50 ans. Ah oui, c'est intéressant ça. Cette lettre a été écrite, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que l'émotion, et là aussi l'émotion de l'intelligence artificielle, Laurence de Villers a écrit un très beau livre qui s'appelle Les robots émotionnels, je vous conseille de le lire. Est-ce que les robots demain auront des émotions comme les êtres humains ont des émotions? Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur écrire pour dans 5 ans? C'est la première fois de ma vie où j'écrivais quelque chose pour après ma mort, hein, ça fait clair. Bon, j'ai commencé la lettre en leur demandant de m'excuser, effectivement, que je ne serai pas présent quand ils vont la lire. Cette lettre est mise dans une capsule. Tu connais des capsules en Sorbonne, et elle sera lue dans 50 ans. Et j'ai repensé à ce que me disait un de mes maîtres, que tu as connu, et que bien sûr que tu vas reconnaître très vite, qui s'appelait Michael Attia, grand mathématicien, très grand. Il a eu tous les prix. C'était des vrais. Alors, je lui posais la question souvent, ça a été repris dans des textes. Je disais comment l'Everest vit quotidiennement. Moi, je suis le ballon d'Alsace, 1400 mètres. Lui, il est à 8800 mètres, inaccessible pour moi.
Et je dis, comment se passe la vie d'un créateur, d'un génie comme toi, créatif, etc. Et il m'a sorti une phrase qui a été reprise, hein, je suis sûr que tu l'as lue. Il me disait, quand il fait jour, je suis comme un artisan. Un artisan. Je remets de l'ordre dans mes théories, dans mes démonstrations, etc., etc. Et il me dit ensuite la chose suivante, parce que j'étais impatient de savoir ce qu'il allait me dire. Il me dit, quand la nuit arrive et que je me mets sur mon balcon et que je contemple la voûte céleste étoilée par la douce lumière de la lune, etc., être mathématicien, c'est être poète aussi. Être poète. Et il me dit, je fais ce qu'il y a de plus important. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis? Et il me dit, je rêve. Et il termine en disant que sans le rêve, il n'y a ni art, ni science, ni vie. C'était le terme de Mallet pour les étudiants en 50 ans. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle va pour nous permettre de rêver mieux, plus loin, plus fort, et d'avoir toute cette capacité à devenir plus créatif à travers ce rêve? Et peut-être, voilà le défi. Nous permettre de rêver mieux, plus fort, et d'être encore plus créatif, imaginatif, y compris en politique aujourd'hui, où là, je ne sais pas dans quelle situation nous nous trouvons. Bon, merci beaucoup. Hein, il non. n'y a pas. Merci à vous. Non, non. Je pense qu'il y a deux choses que je relève qui me paraissent pas très importantes. Elles se ramènent toutes les deux au fait que plus l'intelligence artificielle est puissante, plus nous devons préserver notre autonomie. Par exemple, sur la création, Midjourney, tous ces logiciels qui créent des images à n'en plus finir, qui créent des vidéos sur commande, montre-moi, je ne sais pas, deux petits chats qui sautent sur le dos d'un dromadaire, qui traversent la mer Rouge et qui, je ne sais pas, va acheter une Mercedes à Abu Dhabi. Et ils vous le font impeccable. Le problème, c'est que ça risque là aussi d'affaiblir notre fibre créative. Donc, nous devons développer des forces créatives à la hauteur, en quelque sorte, de ces capacités créatives. Et c'est un peu ce que disait Nietzsche, c'est qu'il fallait développer des forces créatives prodigieuses pour rester maître du progrès technologique en général. Il ne pensait pas à l'intelligence artificielle. Mais là, vraiment, parce qu'intelligence artificielle, j'ai dit à un moment, c'est un outil, mais ce n'est pas un outil tout à fait comme un autre. Non, ce n'est pas un outil tout à fait comme un autre, parce qu'il est à notre image quand même. Donc là, il y a là quelque chose de très passionnant, de très inquiétant et de très dangereux. Et donc, pour que l'intelligence artificielle nous serve, parce que c'est ça qu'on veut, on ne veut pas qu'elle nous asservisse, même si je ne crois pas au scénario de catastrophe selon lequel une peuplade ou une unique intelligence artificielle prendrait le contrôle de la planète et nous réduirait au rôle d'esclaves, à moins qu'il nous extermine. Ça, je ne crois pas à ce genre de scénario. En revanche, je pense, et tu l'as tout à fait très bien dit, que les systèmes d'intelligence artificielle ont une telle puissance que nous pourrions en perdre le contrôle, effectivement. Et donc, plus ils sont puissants, plus nous devons développer notre propre intelligence humaine, notre propre capacité, y compris politique, économique, etc., à les maîtriser. Et ça, c'est pas donné. Je dois dire que je suis comme toi, passionné par les développements de l'intelligence artificielle, mais aussi inquiet de ce qui pourrait se passer. Et actuellement, la manière dont l'IA est gérée, en quelque sorte. Bon, mais il y a, et on peut considérer comme inquiétante, elle est aux mains, effectivement, de quelques visionnaires multimillionnaires, ultra puissants, qu'ils soient en Chine ou qu'ils soient aux États-Unis, qui nous met, nous, en situation quand même de relative faiblesse. Mais bon, ça, on réagit, l'Europe réagit, il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à ces choses-là, les gens commencent à comprendre quels sont les dangers. Donc quand même, à terme, je suis relativement optimiste. Mais vraiment, il faut que, pour les raisons que tu as dites, plus c'est puissant, un peu, là je reprends la tronçonneuse. Moi j'ai une tronçonneuse, j'ai des biceps, important, n'est-ce pas? Tout le monde voit ça. Et j'arrive effectivement à... Mais parfois, il y a un arbre grand comme ça à abattre, et ce n'est pas avec ma petite tronçonneuse. Donc, arrive
un bûcheron qui, lui, a une tronçonneuse grosse comme ça. Mais cette tronçonneuse, je ne peux même pas la soulever. Lui, il la soulève, il la contrôle. Plus la tronçonneuse est grosse, plus les muscles, les biceps doivent être gros. C'est un peu la même chose, je crois, pour l'intelligence artificielle. Yves Zarka. Je vais revenir justement un peu sur cette question de l'indécidable, de la difficulté. Vous disiez donc une situation au sens où ça peut entraîner un dilemme, ça peut obliger à une discussion, une négociation, pour arriver non pas forcément à trouver la solution, qui est une solution parmi d'autres, en tout cas qui est acceptable pour personne qui vient négocier. Ça veut dire que on produit l'altérité d'autres. Est-ce qu'on peut imaginer des IA qui se retrouveraient dans une situation comme ça de dialogue, de négociation, de discussion? Ça, c'est une très bonne question et d'autant meilleure que je ne sais pas très bien répondre. Parce que, apparemment, c'est exactement ce que fait ChatGPT. Hein, les versions, surtout les versions modernes, c'est vraiment les toutes meilleures versions qui sont maintenant accessibles gratuitement. Le ChatGPT 4 petit o. Il y a une négociation. On discute avec ChatGPT en lui disant, écoute, c'est pas très bien ce que tu as fait. Alors, deux IA, oui. Alors, il y a. Oui, oui, oui. Il y a même, il sort tous les jours 1000 papiers, donc je n'arrive pas à lire 1000 papiers par jour, ni même 10. Mais j'étais tombé récemment sur un papier qui m'avait vraiment bluffé. Le mot bluffant arrive souvent dans la conversation à propos d'IA, où il y a effectivement une population d'IA, d'agents, enfin, une population d'agents qui discutent entre eux, qui négocient, qui décident parmi eux quelle personne serait la mieux à même d'aller négocier avec le camp adverse, qui reviennent, qui consolent en cas d'échec. Enfin, il y a une simulation, si vous voulez. Alors, comme toujours en IA, il faut savoir ce qu'on a mis dans la machine pour que ça marche. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que, beaucoup d'entre vous le savez, c'est que bon, l'IA moderne, l'IA connexionniste, c'est contrairement à l'IA symbolique, ne programme pas explicitement. Elle accumule une énorme quantité d'exemples et à partir de cette énorme quantité d'exemples, elle fait des statistiques pour produire une réponse qui serait statistiquement adéquate, pour le dire très vite. C'est maladroit, mais c'est à peu près ça l'idée. Et donc, il faut voir ce qu'ils mettent dans un système de ce genre pour produire ces simulacres de comportement, de dialogue entre des agents artificiels. C'est pour ça qu'il est difficile de répondre clairement à votre question. Vous voulez poser une question? Merci beaucoup de votre exposé. Sur la fragilité de la puissance, il trouve que c'est aussi le titre d'un livre de Alain Gras, qui était professeur à la Sorbonne, et qui tourne autour des mêmes sujets et qui n'est pas spécialement idolâtre du progrès. Oui. Alors, je vais revenir aussi un petit truc là sur Laurence de Villers. Quand elle se pose la question, est-ce que les robots auront des émotions, il me semble qu'elle fait l'erreur qui me semblait pas complètement claire dans votre discours. Et par contre, j'ai beaucoup apprécié qu'à mon avis, la clé, c'est le corps. C'est le corps qui est la pierre de touche de ce que peut être l'individualité, c'est-à-dire plus exactement la personne, c'est-à-dire des sensations et pas des connaissances, et pas des ersatz de connaissances. Et on a trop souvent tendance à confondre l'être et le paraître, l'essence et l'apparence. Et je trouve que c'est un peu typique de notre société, et ça ne m'étonne pas du tout que l'intelligence artificielle fascine tellement. Donc, d'autre part, je voulais vous dire sur le fait que vous n'ayez pas peur de la prise de pouvoir de l'IA. Vous savez peut-être qu'Hannah Arendt, en fait, quand elle se pose des questions sur les robots, terme de l'époque, mais je trouve qu'on peut assez bien généraliser aujourd'hui, en fait, elle dit que le problème avec les robots n'est pas s'ils prenaient le pouvoir, il n'est pas non plus s'ils étaient défaillants, c'est s'ils étaient fiers. Et s'ils devenaient tellement fiers et utiles qu'on finisse par ne plus être capable de s'en passer, car alors nous aurons troqué notre liberté contre un confort. Et ça me semble être une critique tout à fait adaptable à ces calculs artificiels. Je n'appelle pas intelligence justement parce que pour moi, j'ai besoin de sens dans le physique, dans le matériel. Et donc je pense qu'en fait, permettez,
un point aveugle. C'est quand vous dites nous pourrions en perdre le contrôle. Qui est le nous? Même question, le progrès technique risque de le dépasser l'humain. Qui est le? Je crains que ceux qui sont dépassés sont les plus forts, les plus intelligents, les plus calculateurs. Ce que je veux défendre, c'est tous les autres. Et vous les oubliez. Et donc, je ne suis pas d'accord. Mais je pense que c'est un point aveugle qui pourrait tout à fait être levé. Voilà, ce serait une première question. Ok, alors merci pour toutes ces remarques. Alors, oui, la question du corps organique est absolument fondamentale. J'ai écrit un peu sur les émotions. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que, enfin, avec le point de vue de Laurence de Villers, que je connais bien, que j'estime beaucoup. Je pense que l'émotion est basée véritablement sur le corps, et le corps est un organisme qui naît, et qui, alors je ne sais pas pour ce qui est des lichens, je n'ai pas vraiment d'idée sur la phénoménologie des lichens, mais je sais pas mal de choses sur la phénoménologie humaine et éventuellement des militaires aussi, qui nous ressemblent à beaucoup d'égards. Et clairement, le corps est, comme vous dites, porteur de la personne, et il est aussi il est aussi le véhicule de processus organiques qui ne se ramènent pas à du traitement de l'information. Et ça, c'est pour ça que je pense que, parce que parfois on demande, parfois les gens sentent que je suis critique de l'intelligence artificielle, ça les énerve beaucoup. Et ils me disent, mais monsieur, vous n'avez pas de preuve que l'intelligence artificielle n'est pas possible. La pleine intelligence artificielle, une vraie intelligence qui pense, qui a des émotions, voilà, etc., qui a du sens et tout ça. Et alors je dis, rassurez-vous, oui, je n'ai pas cette preuve il n'existe pas, cette preuve est impossible, à mon avis, il n'y a pas de preuve logique de ça. Mais je dis que ce qui est concevable, ce serait que la biologie de synthèse, ou ce qu'on appelait à un moment la vie artificielle, fasse de tels progrès, on arriverait à créer des organismes artificiels, mais qui auraient les propriétés des organismes, homéostase, développement, machin truc, avec en plus une intelligence artificielle, et que la combinaison des deux pourrait donner lieu à des créatures qui auraient effectivement une vraie intelligence artificielle, sauf que ce ne serait pas une intelligence humaine. Ce serait une intelligence inhumaine, et je ne sais pas si c'est une tellement bonne idée de donner naissance à ce genre de choses. Alors la deuxième chose, le point sur lequel vous êtes radicalement en désaccord, j'ai tout simplement pas complètement compris. Vous pensez que j'oublie quoi, les gens ordinaires? C'était pas vraiment ça, c'est qu'il y a un point, et je pense que si on insiste beaucoup sur la dimension du corps, oui. d'ailleurs plus que, effectivement, on peut lever une ambiguïté, mais dans la compétition entre les machines et les humains, tant qu'on va juger les humains à l'aune des critères typiquement utilitaristes de notre société et qu'on impose aux robots, oui, les humains perdront. Et dire les deux intelligences ne sont pas comparables, je ne suis pas d'accord, parce qu'elles seront comparées. Alors, je peux même vous dire que l'intelligence des plus intelligents, oui, ils seront peut-être sauvés. Eux, ils seront peut-être sauvés. Et j'en ai rien à faire, en fait. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, alors là, je pense que je suis en désaccord. Je pense que alors, en ce moment, j'ai cité cet exemple du patron de Boeing qui se demande vraiment s'il doit lancer la conception d'un nouvel avion. Et je défie une intelligence artificielle de lui fournir une réponse fiable. Je ne le vois pas. Enfin, je dirais que la charge de la preuve est à celui qui va me dire demain, il y aura une intelligence artificielle qui pourra répondre mieux et de manière plus convaincante que le patron de Boeing. Et je pense qu'il en est de même pour ce qu'a fait Macron dimanche dernier, etc. Donc, je pense que ça... mais je pense que pour les gens ordinaires, pour vous et moi, les êtres humbles qui avons des petites décisions à prendre, il en est de même. Donc, je ne crois pas du tout. En revanche, là où je vous rejoins, ça c'est vrai, c'est que la vie, ça c'est une vieille affaire, c'est d'ailleurs très bien dit dans le livre de Bertrand Sacernin qui s'appelait Les mathématiques de la décision, qui sont parus il y a 50 ans, on a justement célébré le 50e anniversaire.
il parle beaucoup du pacte techno-industriel que nous avons noué en quelque sorte au XIXe siècle et qui n'a fait que se croître et s'embellir, surtout à l'occasion de la Première et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, et qui effectivement réduit en quelque sorte une bonne partie de notre existence à quelque chose qui est tout à fait, sur lequel il y a une compétition avec le numérique, avec l'intelligence artificielle. Heureusement, il y a des dimensions qui y échappent, mais vous avez raison, il y a de plus en plus, on est de plus en plus enfermés dans des situations où nous avons des décisions claires et tranchées à prendre et que l'intelligence artificielle pourrait prendre à notre place mieux que nous. Je suis d'accord. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Oui, j'avais une question. En fait, on remarque aussi que dans les risques, et ça c'est pas mal de fois connu, il y a aussi le risque que les fabricants, et en plus qui sont peu nombreux, vous dites, et qui dominent le marché, ils structurent d'une certaine façon l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle reflète ce qu'on met dedans et la façon dont on génère après les réponses. Et donc, il y a un risque aussi, il me semble, d'uniformisation si on ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'on aura une évaluation et essaie de, comme vous dites, l'élève qui fera, mais peut-être que tout le monde fera le même d'un moment. Enfin, évidemment, je caricature, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi ce risque, d'une part, d'une domination de certains états d'esprit. Et on a vu au début, dans les ratés, il y avait des IA racistes, etc. Mais même en corrigeant ces défauts, il reste quand même des composantes. Ce ne sera pas l'IA chinoise, ce ne sera pas l'IA américaine, ce ne sera pas l'IA européenne. Et donc, ce risque-là, il me semble aussi assez important. Oui, non, ça c'est vrai. Alors, les ingénieurs et les fabricants ont plus d'un tour dans leur sac, donc ils peuvent effectivement générer des IA. Ils peuvent introduire une certaine diversité. D'ailleurs, comme vous savez, il y a le paramètre température qui fait qu'ils répondent, ils introduisent un peu de désordre, 20% de désordre environ, selon le curseur, qui permet de générer une variété de réponses. Mais il y a des effets d'uniformisation qui sont incontestables et il y a enfin, une chose importante, c'est que les fabricants d'IA ne savent pas pourquoi ni comment leur système marche. Et ça, c'est quand même très embêtant. Ils savent en partie, ils ont découvert empiriquement que certains modèles de langage avaient des propriétés étonnantes, ils continuent de découvrir, et je pense que là, il y a un problème scientifique qui sera finalement résolu. Un jour, on comprendra pourquoi ces machines, ce qui fait que ces machines marchent, je pense qu'on finira par le comprendre, et là, les choses iront mieux. Mais pour l'instant, on ne comprend pas très bien, et donc on ne sait pas très bien quels effets ça peut avoir à long terme. On ne peut le faire qu'empiriquement. Et constater, d'ailleurs, c'est un des arguments qu'utilisent certains fabricants à différents moments. Par exemple, Sam Altman, quand il a rendu public 4.0, qui n'est pas du tout au point, il a dit, comme ça va être utilisé par plein de gens et on verra quelles sont les limites et les défauts du système. Et de même, Meta, Yann LeCun et Meta propose ça en libre service de manière à ce qu'on puisse, à force de les utiliser, constater quelles sont leurs limites, leurs défauts et leurs qualités. Mais tout ça est extrêmement empirique, on joue un peu avec du feu, parce que pendant ce temps-là, ces systèmes commencent à se répandre un petit peu partout, et tout ça est assez chaotique. Mais je compte quand même sur la sagesse collective, malgré l'existence de beaucoup de bêtises collectives, sur la sagesse collective pour quand même redresser la barre. Mais on va peut-être passer par de mauvais moments. J'ai envie de dire une bêtise, si tu me permets, rapide. C'est un peu comme Dieu qui a créé l'homme. Oui, exactement. Il ne savait pas très bien. Il ne savait pas très bien. Il s'est repenti, il nous a envoyé le déluge et tout ça. C'est pour ça qu'il a créé la femme après. C'est pour ça qu'il a créé la femme après. Voilà, oui, c'est ça. Bon, c'est un côté. Moi, je voulais poser la question des conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Deux exemples. Des avocats se craignent
de perdre leur métier parce que la machine va pouvoir faire les plaidoiries, les argumentations. Et je pense à un exemple précis. Également, les traducteurs dans une traductrice d'anglais. Là, j'ai dans ma famille une traductrice qui ne peut plus travailler et donc qui est obligée de changer de métier. Voilà, deux exemples concrets. Oui, oui, oui. Comment c'est Oui, oui, oui. Alors, il y a évidemment une énorme. C'est un énorme sujet, comme vous savez bien, qui est beaucoup discuté avec des opinions largement divergentes. Il y a d'abord une relativisation de ce qu'on appelle du remplacement. Le remplacement est moins complet qu'on imagine. Par exemple, j'ai même entendu de respectables médecins de l'Académie de médecine dire que maintenant, plus d'un dermatologue, puisque les mélanomes sont beaucoup mieux reconnus par des machines que par un dermatologue, c'est prouvé, etc. Je pense que c'est une analyse superficielle de la chose. Encore une fois, nous avons un ersatz d'intelligence qui marche dans la plupart des cas, des cas ordinaires. Quand on sort des cas ordinaires, des cas de queue en quelque sorte de distribution, et ben, tout à coup, on a de nouveau besoin d'un dermatologue, en fait, indépendamment du fait que la machine doit aussi tenir compte de circonstances non médicales du cas. Le malade est dans une certaine situation, est en polypathologie, est dans une situation familiale particulière, une situation économique particulière, etc. Donc, les médecins ne sont pas prêts, à mon avis, d'être remplacés, mais incontestablement, il y aura probablement besoin de moins de dermatologues parce qu'une partie de leur tâche va être automatisée. Surtout en radiologie. Surtout en radiologie. Oui, oui. Non, non, c'est ça. Oui, non, ça c'est clair. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Donc, de toute façon, il va y avoir soit des métiers qui pourront être exercés de manière beaucoup plus productive et donc il y aura besoin de moins de radiologues, de moins de clercs de notaire, de moins de ceci, de cela. Ça, c'est sûr. Donc, ces professions vont se contracter. Il y aura probablement disparition complète de certains métiers, comme il y en a eu après tout, les allumeurs de réverbères, c'est fini depuis longtemps, les soudeurs d'étain. La ville de Paris avait un corps entier de soudeurs de tel ou tel métal. 50 fonctionnaires à vie pour souder, machin truc. Bon, le métal n'existe plus, les réverbères n'existent plus, c'est fini. Donc, il y aura ça aussi. Alors, la question est de savoir si ça va avoir... Alors, une autre position, c'est de dire, oui, mais de nouveaux métiers vont être créés. Alors, est-ce que l'un va compenser l'autre, etc. Donc, il y a des questions là-dessus. Une des personnes les plus intéressantes sur cette question, c'est l'économiste américain, j'oublie son prénom, mais son nom c'est Acemoglu, Acemoglu, qui est l'un des top économistes américains et qui se consacre justement à cette question-là et qui pense qu'effectivement, on devrait réorienter, donc il y a une question là de politique mondiale, on devrait réorienter l'intelligence artificielle de manière à ce que, plutôt que de chercher à remplacer un grand nombre de métiers, ce qui va avoir des conséquences négatives que vous évoquez, plutôt de mettre l'intelligence artificielle au service de problèmes, de situations qui sont actuellement dramatiques et qu'on n'arrive pas à améliorer. Il y en a beaucoup. Je veux dire, il y a beaucoup de situations qui sont, je veux dire, si on donnait à tout le monde de l'eau potable, ça n'ôterait le pain de la bouche de personne et ça améliorerait le sort de beaucoup d'êtres humains. Et donc, il y a une question, effectivement, d'orientation générale. Mais alors, il faut trouver maintenant les dispositifs réglementaires et les motivations économiques, les incentives, je peux le dire en français, pour que l'intelligence artificielle aille dans une société libérale, aille dans cette direction-là plutôt que dans une mauvaise direction.
on est déjà assez bien avancé. Il y a 3 mains qui se sont levées. Je propose de prendre les 3 questions. D'accord, très bien. Et puis on essaiera de terminer après. Jean-Claude. Je ne connais pas grand-chose. En revanche, ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle me semble être très bonne pour les chirurgiens esthétiques. Parce que quand on voit des filles de 18 ans ou moins se refaire les lèvres, se refaire les seins, les garçons qui se font refaire je ne sais quoi, est-ce que c'est lié à l'intelligence? Non, mais je veux dire, on est dans le stéréotype, là, ce qui était très bien décrit. On est tout à fait dans le stéréotype, la beauté stéréotypée. J'ai vu qu'il y avait un concours virtuel par l'intelligence artificielle. Il y a la Miss intelligence artificielle où les 2 jurys sont virtuels. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est un grand danger. Pourquoi le danger? Parce que je ne comprends rien au progrès. Je veux dire, là, me semble-t-il, il y a un danger parce que les gens qui produisent de l'intelligence artificielle sont aussi souvent des marchands qui veulent faire du bénéfice et qui ont tendance à nous stéréotyper quand même. Enfin, le risque est là. Pas évident. Je suis pas dans le faux. Non, non, j'attends les autres questions parce qu'on m'a demandé de encore répondre aux 3 questions. une troisième là. Alors. Une réflexion. L'intelligence artificielle a besoin de puissance de calcul phénoménale. C'est l'aspect peut-être un peu plus caché. Et est-ce qu'on n'atteint pas certaines limites? Parce que ça va coûter très cher en termes de certainement. Et dans cette perspective, est-ce que l'informatique quantique ne va pas bouleverser les choses à terme? Pas des questions faciles. Hein. Grosse Okay. question. Oui, moi je voudrais me permettre peut-être de résumer les valeurs qu'il faut défendre à tout prix face ou à côté de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut dire l'émotion, la sensibilité, le rêve, le besoin d'altérité, et ça, nous le partageons avec tous les autres animaux conscients. Je crois que vous l'avez d'ailleurs évoqué, et je suis absolument d'accord avec vous. Ce sont des valeurs communes à tous les animaux conscients dont nous faisons partie. Et j'ajoute l'effort et le sens critique. Alors, sur l'effort, je voudrais rappeler une anecdote qui a servi d'introduction à la philosophe que vous connaissez sûrement, Anna Lombert, qui a donné une conférence sur l'intelligence artificielle à l'intention des lecteurs du Monde. Elle est partie d'une manière assez surprenante de Phèdre de Platon. Dans Phèdre, Platon dénonce l'écriture. Ça peut nous paraître un peu aberrant. Et pourquoi dénonçait-il l'écriture? Parce que l'écriture est contraire à l'effort de mémorisation et à la qualité du dialogue socratique qui était oral. Et donc, l'effort, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et pour le sens critique, alors une petite anecdote aussi qu'elle racontait, et qui a, je trouve, son intérêt, c'est qu'il y a des professeurs, face aux dissertations fabriquées par l'intelligence artificielle, ils disent « Ok, les élèves, faites une dissertation sur l'intelligence artificielle, mais à ce moment-là, je vous demanderai un devoir d'analyse critique de cette dissertation. » Je crois que c'est une très bonne idée pédagogique. Alors, dans l'ordre inverse, je suis assez d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de défendre la plupart de ces valeurs. Elles sont inhérentes à la condition humaine et je ne pense pas du tout que nous allons nous laisser en quelque sorte persuader que c'est pas la peine de sentir, c'est pas la peine d'avoir des émotions, tout ça. Non, non, c'est totalement intact. Ce qui n'est pas intact, effectivement, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la question de l'effort et du fait qu'il y a des limites à cette course insensée à la facilitation. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même un petit peu, je suis très violemment contre ça. Et d'ailleurs, mais là aussi, il y a des... Comment dire, il y a des réactions très saines des gens devant la facilitation universelle des choses. Les gens, au contraire, beaucoup de gens, au contraire,
cherche justement à retrouver un sens de l'effort. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte d'homéostasie, si vous voulez, qui fait que l'humanité n'est pas près de perdre complètement le Nord, si vous voulez. Donc vous avez raison, mais je pense que ça va se faire assez naturellement. Alors pour ce qui est du cas, bon, il est très connu, le cas de l'écriture évidemment et de la mémorisation. Le fait est que quand même l'écriture, entre les avantages et les inconvénients de l'écriture, je crois que les avantages sont absolument massifs. Non, mais bien sûr, c'est intéressant. Non, mais bien sûr, oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. La question de l'énergie, la dépense énergétique, oui, alors elle est effectivement au cœur de toutes sortes de préoccupations. Elle est actuellement démesurée. Alors d'ailleurs, le modèle économique des grands systèmes d'intelligence artificielle n'est pas du tout trouvé, hein. Je veux dire, toutes ces boîtes perdent énormément d'argent et elles n'ont pas trouvé leur équilibre économique et à un moment, ça va peut-être s'arrêter. D'ailleurs, on a atteint une espèce de plafond de ce qu'on peut faire avec des grands modèles de langage, à la fois technique, énergétique, économique, etc. Donc tout ça va se calmer, je pense, d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais enfin, je pense que ça va se réguler. Et alors, pour ce qui est du quantique, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut penser des promesses du quantique. Je reste réservé sur les promesses du quantique, mais je sais que beaucoup de gens y croient dur comme fer. Toi, tu crois? Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Oui, tu es comme moi. Oui. Et alors, pour ce qui est de la chirurgie esthétique, écoutez, c'est indépendant de l'IA. Je veux dire, au Brésil, apparemment, toutes les filles se font faire des fesses énormes. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait en France, mais ça n'a rien à voir avec l'IA. En revanche, l'aspect stéréotype, ça c'est vrai, l'aspect stéréotype, mais je ne sais, l'IA n'est que depuis qu'il y a la publicité, le cinéma et le numérique de manière générale. D'ailleurs, on n'a pas discuté parce que l'IA, ça a un sens maintenant tellement étendu que ça s'attend à tout le numérique. Mais il y a beaucoup de choses dans le numérique qui ne sont pas de l'ordre de l'intelligence artificielle au sens propre. En revanche, le numérique, oui, fait des dégâts épouvantables. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Tout à fait. Merci. Merci de bien.